Que se passe-t-il lorsqu'un scientifique découvre quelque chose qui ne devrait pas exister? Pas une nouvelle théorie, pas une amélioration mineure, mais une percée suffisamment puissante pour changer la physique, la médecine, l'énergie ou même la nature de la conscience humaine elle-même. À travers différents pays et différentes décennies, un schéma inquiétant apparaît encore et encore. Un chercheur fait une déclaration impossible. Une démonstration privée choque les personnes présentes dans la salle. Un laboratoire est soudainement fermé. Les données disparaissent. Et puis, dans les cas les plus troublants de tous, le scientifique disparaît lui aussi. Certains auraient découvert des particules se déplaçant plus vite que la lumière. D'autres affirmaient pouvoir photographier la conscience, modifier l'ADN avec le son ou faire disparaître des objets physiques de la vue. D'autres encore ont construit des machines promettant une énergie illimitée, un transfert direct de pensée ou même un contrôle sur le temps lui-même. Les explications officielles suivaient toujours le même scénario. Le stress, inconduite professionnelle, instabilité psychologique, accident. Pourtant, lorsque ces histoires sont placées côte à côte, le schéma devient plus difficile à ignorer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'invention, c'est une histoire d'effacement. À propos d'idées qui sont peut-être allées trop loin, à propos de découvertes qui ont pu menacer des systèmes trop vastes pour être remis en question, et à propos des hommes et des femmes qui ont cherché quelque chose d'extraordinaire pour disparaître juste au moment où leur travail commençait à compter. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 scientifiques qui ont disparu après avoir créé des inventions interdites. Et le premier cas commence profondément sous les montagnes d'Italie, où un physicien a peut-être brièvement enregistré quelque chose qui aurait dû être impossible selon les lois de la physique moderne. Top 1. Le briseur de la vitesse de la lumière. En 1997, profondément sous les monts Apennins en Italie, à l'intérieur du laboratoire national du Gran Sasso, un physicien théoricien peu connu nommé Dr Émile Varga travaillait sur ce qui semblait être une expérience de routine d'étalonnage temporel. Officiellement, le projet était classé comme une étude technique mineure liée à la détection de neutrinos à longue distance. Il n'était pas censé être important. Il n'était pas censé attirer l'attention. Et il n'était certainement pas censé menacer les fondements de la physique moderne. Le rôle de Varga était simple sur le papier. Il avait été chargé d'analyser les temps d'arrivée des neutrinos à l'aide d'un protocole de synchronisation modifié lié à des références d'horloge atomique et à un étalonnage par laser. La plupart des chercheurs seniors considéraient ce travail comme redondant. Le système avait déjà été testé. Les marges d'erreur étaient censées être comprises. Mais lors d'une session de nuit, Varga remarqua quelque chose qui n'avait aucun sens. Un groupe de neutrinos semblait arriver plus tôt que la lumière elle-même n'aurait parcouru la même distance dans des conditions identiques. Au début, il supposa que le résultat devait être une erreur technique. Il n'y avait pas d'autre explication. Selon la physique moderne, rien n'ayant une masse ou une information ne devrait pouvoir dépasser la vitesse de la lumière. Cette limite n'est pas juste un nombre, c'est l'un des piliers qui maintiennent la causalité, la relativité et toute la structure de la science contemporaine. Alors Varga fit ce que tout physicien prudent ferait. Il recalibra les horloges. Il remplaça les composants à fibres optiques. Il relança l'expérience sur plusieurs cycles. Il vérifia le matériel de synchronisation encore et encore. Mais l'anomalie persistait. La différence était minuscule, mesurée en nanosecondes. Et pourtant, elle était constante. Et c'est cette constance qui la rendait terrifiante. Parce que si une seule particule pouvait arriver plus vite que la lumière, alors les implications seraient énormes. La cause et l'effet ne seraient plus fixés de la manière dont la physique le suppose. L'ordre des événements pourrait devenir instable. Le temps lui-même, du moins au niveau le plus fondamental, ne se comporterait plus comme prévu. Selon des références ultérieures aux notes privées de Varga,
Il comprenait exactement à quel point un tel résultat serait dangereux. Il aurait refusé de soumettre les données par les canaux académiques officiels. Au lieu de cela, il demanda du temps de laboratoire supplémentaire et un isolement plus strict de l'équipe de recherche principale. Il voulait tout vérifier en privé avant que quiconque d'autre ne le voie. 3 jours après sa dernière entrée enregistrée, le docteur Varga entra dans le laboratoire souterrain à 3h42 du matin. Les registres de sécurité confirment que son badge d'accès a été utilisé. Les images de vidéosurveillance le montrent entrant dans le couloir inférieur, muni d'une mallette métallique. Aucune caméra ne l'a jamais montré en train de sortir. Plus tard le même jour, du personnel extérieur serait arrivé à l'établissement. Il ne figurait pas sur la liste des prestataires civils, du personnel universitaire ou des visiteurs habituels du laboratoire. Des techniciens ont affirmé plus tard que des équipements sensibles avaient été retirés de l'espace de travail de Varga, y compris le matériel de synchronisation modifié et le spectromètre qu'il utilisait pour l'expérience. Ses disques informatiques ont été confisqués. Son bureau a été scellé. L'explication officielle est tombée des semaines plus tard. Les administrateurs du laboratoire ont déclaré que le docteur Varga avait souffert d'un stress psychologique aigu et avait pris un congé prolongé de la recherche. Aucun dossier hospitalier n'a jamais été produit. Aucun registre de voyage n'a fait surface. Aucune observation publique confirmée de lui n'a plus jamais été signalée. Sa famille a déclaré plus tard qu'on leur avait conseillé de ne pas poursuivre l'enquête et qu'on leur avait dit que son travail touchait à des questions liées aux intérêts de la recherche nationale. Des années plus tard, des fragments d'un protocole de synchronisation étonnamment similaire au design modifié de Varga auraient fait surface dans un brevet classifié lié à la défense, déposé sans attribution. Les données de recherche originales n'ont jamais été récupérées. Si Émile Varga a véritablement enregistré des particules dépassant la vitesse de la lumière, alors sa découverte aurait forcé la science à se confronter à l'une de ses hypothèses les plus profondes. Au lieu de cela, l'expérience a disparu. Et l'homme qui la menait aussi. Top 2. La caméra de la conscience. À l'été 2008, lors d'une conférence privée sur les neurosciences à Kyoto, au Japon, un ingénieur nommé Takashi Morimoto a présenté un dispositif qu'il appelait la Field Lens. Il ne faisait pas partie du programme officiel. Il n'y avait ni caméra, ni presse, ni annonce publique. La démonstration a eu lieu dans une petite salle annexe avec seulement une poignée de participants. Mais selon ceux qui en ont parlé plus tard, ce qui s'est passé dans cette salle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais vu. Morimoto affirmait que l'appareil pouvait capturer ce qu'il décrivait comme des champs d'énergie consciente. C'était une idée extraordinaire. Pas des ondes cérébrales sur un moniteur, pas une activité électrique traduite en graphique, mais quelque chose s'étendant au-delà du corps lui-même. Pour la plupart des scientifiques, cette affirmation aurait résonné comme l'effondrement de toute frontière entre neurosciences, physique et métaphysique. Et pourtant, Morimoto insistait sur le fait que les faits pouvaient être montrés directement. Il plaça la lentille devant le front d'un volontaire et tamisa les lumières. Après un court délai, une image est apparue sur un écran de projection relié à l'appareil. Ce n'était pas un scan thermique. Ce n'était pas une superposition d'IRM. Et ce n'était pas une reconstruction numérique. Ce que les participants auraient vu était une forme translucide mouvante flottant à quelques centimètres de la peau du sujet. Cela ressemblait à un nuage de flammes pâles sans couleur. La forme fluctuait avec la respiration du sujet. Lorsque le volontaire se détendait, elle s'adoucissait et s'étalait. Lorsque le sujet devenait tendu, elle s'aiguisait. Ensuite, Morimoto introduisit une deuxième personne dans la pièce. Cette fois, le nouvel arrivant était visiblement agité. Dès que cela s'est produit, la forme à l'écran aurait pulsé et changé en réponse. Pour les personnes qui regardaient, ce fut le moment où tout est devenu profondément troublant, parce que l'appareil ne semblait pas enregistrer passivement.
Il semblait interagir. Selon des notes attribuées plus tard à la démonstration, la field lens utilisait une combinaison de spectroscopie proche infrarouge, de pulsions électromagnétiques basse fréquence et d'une grille de capteurs propriétaires que Morimoto refusait de breveter. Sa théorie était radicale. Il pensait que le cerveau générait des schémas d'écho quantiques qui s'étendaient au-delà du crâne dans une enveloppe spatiale réactive. En termes plus simples, il soutenait que la conscience n'était pas entièrement contenue à l'intérieur du corps. Et si cela était vrai, alors il pourrait être possible de l'enregistrer visuellement. La réaction de la communauté scientifique fut rapide. Les organisateurs de la conférence se sont distancés de la présentation. Les participants l'ont publiquement rejeté comme irresponsable et sans fondement. L'assistant de recherche de Morimoto aurait été renvoyé de son poste universitaire peu de temps après. Mais ce qui s'est passé ensuite fut encore plus étrange. En moins d'un mois, le petit centre de recherche que Morimoto exploitait à la périphérie d'Osaka ferma définitivement. Des rapports locaux affirmaient que le bâtiment avait été acheté par un acquéreur corporatif anonyme et réaffecté à des tests de sécurité des données. Tout l'équipement à l'intérieur fut retiré du jour au lendemain. D'ici la fin de l'année, Morimoto lui-même avait disparu de la vie publique. Il n'a jamais été formellement déclaré disparu. Mais il n'y eut plus de nouveaux articles, pas d'interviews, pas d'apparition en conférence, aucune trace de nouvelles recherches sous son nom. Les tentatives pour le contacter n'aboutissaient qu'à des numéros de téléphone débranchés et des adresses fermées. Son site web disparut. Des années plus tard, une photographie granuleuse prétendument prise lors de la démonstration de Kyoto a fait brièvement surface sur un forum marginal sur la conscience. Elle montrait un visage humain de profil et, flottant juste au-delà, une faible distorsion lumineuse. L'image n'a jamais été authentifiée. Puis, elle a de nouveau disparu. Ce qui s'est passé dans cette pièce reste un sujet de spéculation parmi ceux qui étudient les frontières de l'esprit et de la matière. Parce que si l'appareil de Morimoto a véritablement enregistré quelque chose à l'extérieur du cerveau, alors cela ne redéfinirait pas simplement les neurosciences. Cela remettrait en question les hypothèses les plus fondamentales sur l'identité, la mémoire et ce qu'est réellement un être humain. Et si cela est vrai, alors l'incrédulité n'était peut-être pas la véritable raison de la disparition de son travail. C'était peut-être la peur. Top 3. Le mathématicien de la 5e dimension. En 2003, lors d'une session fermée au Centre international de physique théorique à Trieste, en Italie, un jeune mathématicien allemand nommé Dr Ulrich Noberg présenta un article non publié dont le titre troubla immédiatement la salle. L'article s'intitulait « Pont topologique au-delà du quadruple espace ». À première vue, cela ressemblait à une autre exploration théorique des dimensions supérieures. La physique discutait depuis longtemps de la possibilité que des dimensions spatiales supplémentaires puissent exister au-delà des trois que nous connaissons quotidiennement. Mais l'idée de Noberg était différente. Il ne traitait pas la 5e dimension comme une abstraction mathématique lointaine. Il proposait qu'elle puisse être accessible. Selon Noberg, l'espace lui-même pourrait contenir des structures repliées, des couches cachées de géométrie qui pourraient être temporairement ouvertes dans les bonnes conditions physiques. Son modèle suggérait qu'avec des champs de torsion à haute fréquence générés avec soin et une structure de réseau cristallin spécialement conçue, il pourrait être possible de créer ce qu'il appelait un micro-portail. Pas un trou de verre, pas une porte de science-fiction à travers l'univers, mais une petite faille dans la géométrie de l'espace lui-même. Un pont momentané vers une autre dimension. L'auditoire de physiciens et de mathématiciens réagit avec un inconfort visible. Certains rejetèrent l'idée comme une mathématique spéculative, poussée trop loin. D'autres, cependant, étaient troublés pour une raison différente. Parce que, selon un participant anonyme interrogé des années plus tard, les équations de Noberg étaient trop élégantes pour être ignorées.
les mathématiques fonctionnaient, ou du moins, elles semblaient fonctionner. Contrairement à la théorie des cordes, qui traite les dimensions supérieures comme minuscules et compactées en permanence, le modèle de Noetherg suggérait que la cinquième dimension était pliée, mais perforable. Cela signifiait qu'elle pouvait, en théorie, être atteinte. Dans les semaines qui suivirent la présentation, Noetherg commença à recevoir des invitations d'institutions de recherche privées et de groupes de réflexion liés à la défense, intéressés par les implications de ses travaux. Il déclina chaque offre. Au lieu de cela, il retourna dans sa petite maison de campagne en Saxe, en Allemagne. Puis, quelque chose d'étrange se produisit. Il cessa de répondre aux emails. Les appels téléphoniques restaient sans réponse. Son profil universitaire disparut sans explication. Son site personnel devint une simple page blanche. Au centre de la page, une phrase apparut. « La topologie peut s'effondrer de l'intérieur. » Des mois passèrent. Puis, par un froid matin de février 2004, un voisin remarqua quelque chose d'inhabituel dans la maison de Noetherg. Les fenêtres avaient été recouvertes de l'intérieur avec du papier réfléchissant. Il n'y avait pas de fumée sortant de la cheminée, malgré les températures glaciales. Inquiet, le voisin contacta les autorités locales pour effectuer une vérification de bien-être. Lorsque la police entra dans la maison, elle ne trouva aucun signe de lutte. Mais la maison était vide. Chaque meuble avait été retiré. Chaque appareil électronique avait disparu. Même le laboratoire du sous-sol, où Noetherg aurait effectué ses calculs et ses expériences privées, avait été dépouillé jusqu'au béton nu. Une seule chose restait. Sur le sol du sous-sol, les enquêteurs trouvèrent une feuille d'équation mathématique brûlée directement dans le béton à l'aide de ce qui semblait être un fer à souder. Les formules n'ont jamais été résolues publiquement. Aucune enquête officielle sur sa disparition n'a suivi. Aucune annonce publique n'a été faite. Selon un ancien collègue, l'affaire a disparu silencieusement dans les circuits administratifs. Des années plus tard, une demande de brevet déposée par une société holding anonyme au Luxembourg est apparue dans une base de données internationale. La conception décrite faisait référence à une structure de réseau cristallin capable de compression de distance non linéaire et de résonance transspatiale. Des concepts frappants de similitude avec le travail de Noetherg. Le brevet fut retiré plus tard sans explication. Si Ulrich Noetherg a véritablement découvert un moyen d'interagir avec la géométrie des dimensions supérieures, alors sa disparition n'était peut-être pas symbolique. C'était peut-être quelque chose de bien plus étrange. Parce que si une porte vers une autre dimension s'est brièvement ouverte, alors le vrai mystère n'est pas seulement de savoir où il est allé, mais s'il est jamais revenu. Top 4. L'ingénieur des champs magnétiques. En 1984, dans une banlieue industrielle tranquille de Toronto, un ingénieur électricien nommé Martin Kessler a fait la démonstration publique d'une machine qui, si elle était authentique, aurait dû transformer l'avenir de l'énergie. Il l'appelait un moteur à induction magnétique en boucle fermée. Selon Kessler, l'appareil pouvait produire une force de rotation continue sans aucune source de carburant externe visible. La démonstration a eu lieu dans un entrepôt loué. Le public était restreint. Quelques inventeurs indépendants, une journaliste sceptique et une équipe de télévision locale d'un programme scientifique qui n'existe plus. La machine elle-même semblait rudimentaire, mais imposante. Une lourde structure métallique cylindrique, entourée d'anneaux magnétiques concentriques. Aucun cordon d'alimentation n'était visible. Aucun générateur n'était connecté. Pourtant, quand Kessler l'a activé, l'appareil s'est mis à tourner. Et il a continué à tourner. Pour les personnes présentes dans la salle, ce fut le moment où l'incrédulité s'est transformée en malaise. Parce que cela n'était pas présenté comme une machine à mouvement perpétuel. Kessler insistait sur ce point. Il disait que le moteur puisait de l'énergie dans les fluctuations des champs magnétiques de la croûte terrestre grâce à un processus qu'il appelait la collecte magnétique ambiante. En d'autres termes,
Il pensait que la machine ne créait pas de l'énergie à partir de rien. Elle exploitait une source que la science conventionnelle avait ignorée. L'équipe de télévision locale a filmé la démonstration. But the footage was never broadcast. Peu de temps après, la station aurait été rachetée par un réseau plus vaste, et l'épisode présentant le moteur de Kessler a été retiré de la programmation indéfiniment. La journaliste qui y avait assisté, Anna Delmar, a écrit plus tard que des ingénieurs d'un groupe de liaison gouvernementale anonyme l'avaient contactée après l'événement pour demander toutes ses notes. La raison invoquée était la sécurité énergétique nationale. Kessler, pendant ce temps, tentait de protéger son invention par les voies légales. Il déposa un brevet. La demande fut rejetée presque immédiatement. L'explication officielle était technique et familière. Les dispositifs à mouvement perpétuel ne sont pas brevetables. Mais Kessler soutenait que son moteur n'était pas du tout un mouvement perpétuel. C'était une conversion d'énergie par un mécanisme que la physique dominante n'avait pas réussi à reconnaître. Cette distinction ne changea rien. En quelques mois, la situation s'est aggravée. Un important consortium énergétique l'accusa de violer la propriété intellectuelle liée au système de turbines électromagnétiques. Des procès suivirent. Le financement disparut. Puis, selon des récits ultérieurs, ses comptes bancaires furent gelés en attendant une enquête. Kessler fit ce qui allait devenir sa dernière déclaration publique lors d'un forum communautaire. Il a dit « Je n'ai pas inventé un miracle. J'ai révélé un angle mort. » Peu de temps après, il disparut. Sa maison de Scarborough fut retrouvée vide. Tous les plans, les pièces de machine et les notes techniques avaient disparu. Des voisins ont rapporté plus tard avoir vu des camionnettes banalisées devant la propriété au milieu de la nuit, 2 jours avant sa disparition. La police locale refusa d'enquêter sérieusement, invoquant l'absence de preuves d'actes criminels. Quand Anna Delmar a tenté de donner suite, on lui a dit que Kessler avait déménagé sous la contrainte et que toute enquête supplémentaire n'était pas dans l'intérêt de l'ordre public. Des années plus tard, l'une des personnes ayant assisté à la démonstration originale de 1984 dans l'entrepôt aurait refait surface avec une copie survivante de la vidéo. Mais avant qu'elle ne puisse être publiée, la séquence fut signalée et retirée de plusieurs plateformes. Les avis de retrait citaient des revendications de droits d'auteur de détenteurs inconnus. Les tentatives de remise en ligne du matériel ont abouti au même résultat. Même les archives hors ligne auraient été corrompues. Les images n'ont jamais refait surface publiquement. Si Martin Kessler a véritablement développé un système capable de récolter le champ magnétique terrestre pour générer un mouvement propre et continu, alors sa disparition représente plus que le silence imposé à un inventeur. Cela représente l'enterrement d'une technologie qui aurait pu modifier le système énergétique mondial. Et la partie la plus entente de l'histoire n'est peut-être pas le fonctionnement de la machine, mais pourquoi tant d'efforts semblent avoir été déployés pour s'assurer que le monde ne la revoit plus jamais. Top 5. Le guérisseur cellulaire sonique. En 2011, un biophysicien argentin nommé Dr Alejo Barragán a présenté un appareil qui, selon les premiers rapports, pouvait guérir les tissus humains endommagés en n'utilisant rien d'autre que des fréquences sonores précisément calibrées. Au début, l'idée semblait presque incroyable. Pendant des décennies, la médecine s'était appuyée sur la chirurgie, les produits pharmaceutiques et les thérapies chimiques pour réparer le corps. L'affirmation de Barragán suggérait quelque chose de très différent. Il pensait que le corps humain pourrait être capable de se réparer beaucoup plus rapidement si les bons signaux vibratoires étaient appliqués aux cellules endommagées. Ces recherches ont été menées en collaboration avec un hôpital privé affilié à l'Université de La Plata. L'appareil lui-même était compact. Il utilisait un système d'émetteurs acoustiques haute résolution, conçu pour délivrer des fréquences sonores extrêmement précises directement dans les tissus lésés. Selon la théorie de Barragán, ces fréquences provoquaient des oscillations microscopiques
dans les membranes cellulaires. Ces oscillations semblaient accélérer la synthèse des protéines et la réparation mitochondriale, poussant essentiellement les cellules endommagées dans un état régénératif intense. Les premiers essais ont produit des résultats qui ont stupéfié les observateurs médicaux. L'un des cas les plus commentés concernait un patient souffrant de brûlures au 2e degré. En utilisant le traitement sonique sur plusieurs séances, les tissus endommagés auraient commencé à guérir à un rythme exceptionnellement rapide. En quelques jours, la surface de la plaie avait considérablement diminué. En quelques semaines, la blessure était guérie avec presque aucune cicatrice visible. Effet remarquable, le traitement n'a nécessité aucun médicament ni intervention chirurgicale. Les médecins qui ont assisté aux essais auraient eu du mal à expliquer ce qu'ils voyaient. Si les résultats pouvaient être reproduits, les implications étaient extraordinaires. Les brûlures, les déchirures musculaires, les maladies dégénératives, même les dommages tissulaires internes pourraient un jour être traités sans procédures invasives. Pourtant, malgré l'enthousiasme de ceux qui avaient en vue les premières expériences, quelque chose d'étrange se produisit ensuite. Aucun article scientifique ne fut jamais publié. Aucune des données d'essai ne parut dans des revues médicales. En quelques semaines, l'université mit fin discrètement à sa collaboration avec Barragan. Les responsables ont invoqué des inquiétudes concernant la transparence méthodologique. Mais aucune explication détaillée ne fut jamais donnée. Barragan tenta de présenter ses recherches lors d'une conférence sur la médecine régénérative à Genève plus tard cette année-là. À son arrivée, son créneau de présentation avait été annulé. La sécurité de l'aéroport aurait confisqué son équipement lors d'un contrôle. L'appareil ne lui fut jamais rendu. Après son retour en Argentine, Barragan se retira presque complètement de la vie publique. Des collègues qui ont visité son laboratoire privé à la périphérie de Tigre ont remarqué des changements spectaculaires. Des caméras de sécurité avaient été installées dans tout le bâtiment. Des serrures biométriques contrôlaient l'accès aux salles de recherche. Pour un scientifique auparavant connu pour partager ouvertement ses idées, le changement était profondément troublant. Puis, en octobre 2012, les médias locaux ont rapporté un tragique accident. La voiture de Barragan avait fait une embardée sur un pont et avait plongé dans le fleuve Paraná. Le véhicule fut finalement récupéré. Mais son corps ne fut jamais retrouvé. Les autorités ont conclu que l'accident avait été causé par une défaillance mécanique. Pourtant, des mécaniciens familiers avec le véhicule ont déclaré plus tard que la voiture avait été entièrement révisée quelques jours seulement avant l'incident. Peu de temps après, le laboratoire de Barragan fut scellé. L'équipement fut retiré. Ses recherches disparurent. Des années plus tard, un document militaire argentin fit brièvement référence à un accélérateur biologique non invasif avant que le texte ne soit lourdement caviardé dans les versions ultérieures. Si la technologie sonique de Barragan fonctionnait vraiment comme l'affirmaient les premiers observateurs, elle aurait pu révolutionner la médecine moderne. Un monde où les tissus endommagés pourraient se régénérer sans médicaments ni chirurgie changerait fondamentalement les soins de santé. But instead of transforming hospitals, the discovery faded into silence, laissant derrière elle une question persistante. L'invention de Barragan était-elle simplement trop perturbatrice pour un système médical construit autour de traitements à long terme? Ou a-t-il découvert un principe biologique que quelqu'un estimait que le monde n'était pas prêt à utiliser? Top 6. Le physicien du transfert de pensée. En 1995, au sein de la division de neurophysique du Centre national de la recherche scientifique, connu sous le nom de CNRS, un jeune physicien expérimental nommé Dr Lucien Artaud commença à explorer une idée que beaucoup de ses collègues considéraient initialement comme impossible. Il l'appelait les champs d'information non locaux. La théorie suggérait que, dans des conditions spécifiques, deux cerveaux humains pourraient être capables d'échanger des informations sans aucune connexion physique. À l'époque, l'idée semblait plus proche de la philosophie que de la physique. Mais Artaud
pensait que la conscience pourrait produire des schémas mesurables, capables d'interagir au-delà du corps. Son approche combinait des modèles d'intrication quantique avec la résonance neurochimique. En termes simples, il proposait qu'une fois qu'une pensée était stabilisée dans un schéma d'ondes cérébrales mesurable, il pourrait être possible de la transmettre, presque comme un signal radio, d'un esprit à un autre. Pour tester cette théorie, Artaud construisit un système expérimental unique. 2 cabines d'isolation scellées furent placées dans des pièces séparées. Chaque chambre était équipée de scanners EEG à spectre complet, d'émetteurs à ultra basse fréquence et de plusieurs couches de blindage de Faraday conçues pour bloquer toutes les formes connues d'interférences électromagnétiques. 2 volontaires furent ensuite placés à l'intérieur des cabines. Un participant devait se concentrer sur une image simple, souvent une forme géométrique, telle qu'un carré, un triangle ou un cercle. Le deuxième participant n'avait qu'une seule instruction: décrire toute image qui lui venait à l'esprit. Au début, les résultats semblaient aléatoires. Mais au fur et à mesure que les expériences se poursuivaient, quelque chose d'inhabituel commença à apparaître dans les données. Sur des dizaines d'essais, le sujet récepteur commença à identifier correctement l'image choisie par l'émetteur bien plus souvent que les probabilités ne le permettaient. Le schéma statistique était impossible à ignorer. Le taux de précision grimpait bien au-delà de ce que le hasard pouvait expliquer. Artaud aurait poursuivi les expériences pendant plus d'1 an sans en informer l'ensemble du département de recherche. Il collectait les données discrètement, perfectionnant l'équipement et répétant les tests. Mais finalement, la rumeur des résultats commença à circuler au sein du CNRS. Lorsque les administrateurs découvrirent les expériences non autorisées, Artaud fut convoqué devant un comité d'examen éthique. Il fut accusé de mener des expérimentations humaines non sanctionnées. Le financement fut révoqué. L'équipement fut confisqué. La recherche fut officiellement interrompue. Pourtant, étrangement, juste 1 semaine plus tard, Artaud devait présenter un article théorique révisé intitulé « Interférences cognitives dans les champs non locaux » lors d'un symposium scientifique à Zurich. Il n'est jamais arrivé. La nuit précédant son vol prévu, Artaud se serait enfermé dans son appartement de recherche à Toulouse. Selon les registres de l'immeuble, la porte ne fut plus jamais rouverte. Lorsque la police força l'entrée plusieurs jours plus tard, l'appartement semblait intact. De la nourriture restait sur la table. Les lumières étaient encore allumées. Son passeport, son portefeuille et ses effets personnels étaient toujours à l'intérieur. Mais Artaud lui-même avait disparu. Il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Aucune indication de fuite. Un seul détail ressortait. Écrit à la craie bleue sur le mur au-dessus de son bureau, se trouvaient 2 mots simples. « Ça a marché ». Après l'incident, le CNRS ne fit aucune déclaration publique formelle. Le nom d'Artaud disparut discrètement des registres de recherche. Ses projets précédents furent retirés des archives internes. Des mois plus tard, une start-up technologique en Californie annonça des travaux sur ce qu'elle appelait des protocoles d'empathie synthétique, un système conçu pour simuler des signaux émotionnels entre des réseaux neuronaux. Certains observateurs spéculèrent discrètement que les recherches d'Artaud auraient pu être absorbées par un développement privé. Mais aucun des fondateurs de l'entreprise n'a jamais reconnu son travail. Et les tentatives pour les contacter à propos de ce lien seraient restées sans réponse. Si Lucien Artaud a véritablement démontré la capacité de transmettre des pensées directement entre 2 esprits humains, les implications seraient stupéfiantes. Les patients atteints du syndrome d'enfermement pourraient à nouveau communiquer. Les barrières linguistiques pourraient disparaître. L'interaction humaine elle-même pourrait être transformée. Mais il y aurait aussi des possibilités plus sombres. Si les pensées pouvaient être transmises, elles pourraient aussi être interceptées. Et si les esprits pouvaient se connecter directement, la vie privée pourrait cesser d'exister.
C'est peut-être pourquoi son travail a disparu. Parce que certaines découvertes ne changent pas seulement la technologie, elles changent ce que signifie être humain. Top 7. L'harmoniseur d'ADN. En 2006, dans un laboratoire tranquille de la banlieue de Berne, en Suisse, une généticienne nommée Dre-Helena Zelena affirma avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Selon ses recherches, il serait possible de modifier le comportement de l'ADN humain en utilisant rien d'autre que des fréquences sonores précisément accordées. L'idée semblait presque impossible. Pendant des décennies, la science génétique s'était appuyée sur des signaux chimiques, des enzymes et des outils d'édition moléculaire pour influencer l'expression des gènes. Mais Helena pensait que l'ADN pourrait répondre à quelque chose de beaucoup plus subtil. Elle proposait que l'activité génétique puisse être influencée par la résonance vibratoire, de la même manière qu'une note de musique peut faire vibrer un verre. Sa théorie suggérait que l'ADN, comme toute structure physique, pouvait répondre à des schémas de fréquences spécifiques. Si ces fréquences étaient accordées correctement, des gènes dormants pourraient s'activer et une activité génétique nocive pourrait être supprimée. Zelena n'était pas une novice dans le monde scientifique. Elle détenait un double doctorat en biologie moléculaire et en physique acoustique, et ses recherches antérieures avaient été publiées dans des revues scientifiques respectées. Ces expériences ont été menées dans des conditions de laboratoire soigneusement contrôlées, en utilisant des cultures de fibroblastes. Les cellules étaient exposées à des ondes sonores générées par un transducteur spécialisé capable de produire des fréquences harmoniques extrêmement précises. Après une exposition répétée, quelque chose d'inhabituel apparut dans les résultats. Certains gènes dormants commençaient à s'activer. Ces gènes étaient associés à la réparation cellulaire, aux réponses anti-inflammatoires et à la régénération tissulaire. De manière encore plus controversée, Zelena affirma que certaines fréquences semblaient stimuler une restauration partielle des télomères. Les télomères sont les structures protectrices aux extrémités des chromosomes. Ils raccourcissent naturellement à mesure que les cellules vieillissent. Si leur longueur pouvait être restaurée, cela pourrait théoriquement ralentir ou même inverser certains aspects du vieillissement cellulaire. Zelena en comprenait les implications. Sa découverte suggérait que le vieillissement lui-même pourrait être influencé par une modulation génétique basée sur le son. Pourtant, malgré l'importance potentielle, elle n'a jamais soumis ses recherches à des revues scientifiques. Au lieu de cela, elle présenta ses conclusions en privé, lors d'une réunion fermée avec un groupe exclusif d'investisseurs en biotechnologie à Genève. Selon des personnes ayant décrit la réunion par la suite, l'atmosphère est rapidement devenue tendue. Certains investisseurs ont poussé à une commercialisation immédiate. D'autres semblaient troublés par les conséquences possibles. Parce que si la méthode de Zelena fonctionnait, elle pourrait fondamentalement perturber des secteurs entiers de la biotechnologie, de la pharmacie et des traitements médicaux. Quelques jours seulement après la réunion, Zelena se retira de toute communication publique. Les emails restèrent sans réponse. Son laboratoire de Berne fut découvert abandonné 2 semaines plus tard. Les serveurs de recherche avaient été complètement effacés. Les disques de sauvegarde stockés dans un coffre-fort ignifuge manquaient. Les caméras de surveillance couvrant la propriété avaient été désactivées pendant plus de 72 heures avant la découverte. Les autorités locales ont brièvement enquêté sur le site pour un éventuel cambriolage. Mais aucun rapport de police officiel ne fut jamais déposé. Peu de temps après, le nom de Zelena disparut discrètement des annuaires universitaires. Son adresse e-mail académique cessa de fonctionner. Ses profils sur les réseaux sociaux furent supprimés. D'anciens collègues affirmèrent qu'elle avait accepté un poste de recherche privé à l'étranger. Pourtant, aucun institut de recherche n'a jamais confirmé l'avoir employée. Des années plus tard, un article scientifique anonyme est apparu brièvement sur un forum en ligne restreint dédié à la biotechnologie expérimentale. Le document décrivait un système de modulation génétique acoustique utilisant une terminologie presque identique aux travaux antérieurs de Zelena.
le fichier est resté en ligne moins de 8 heures avant d'être retiré. Aucune trace du téléchargement original ne fut jamais récupérée. Les spéculations sur le sort de Zelena restent partagées. Certains pensent qu'elle a été réduite au silence parce que sa découverte menaçait les industries existantes. D'autres pensent qu'elle a pu choisir de disparaître volontairement, vendant ses recherches à des investisseurs privés opérant dans des zones grises juridiques. Et un petit groupe de théoriciens suggère quelque chose d'encore plus étrange. Que Zelena travaille peut-être encore quelque part en secret, perfectionnant la technologie à des fins bien au-delà de la médecine. Parce que si l'ADN peut réellement répondre à des fréquences harmoniques, alors la biologie elle-même devient quelque chose comme un instrument de musique. Un instrument qui pourrait être accordé, modifié et peut-être même reconçu. Et si cette possibilité est réelle, la question n'est plus de savoir si nous pouvons réécrire notre biologie. La question devient: qui contrôle la musique? Top 8. Le chercheur sur le champ d'invisibilité. En 1992, à l'intérieur d'un laboratoire d'optique classifié situé dans le désert de Mojave, un physicien nommé Dr Raymond Collier affirma avoir réalisé quelque chose longtemps considéré comme impossible en dehors de la science-fiction. Il pensait avoir créé un champ capable de rendre un objet effectivement invisible à l'œil humain. Pendant des décennies, les scientifiques avaient spéculé sur l'invisibilité. La plupart des théories se concentraient sur la déviation de la lumière autour des objets à l'aide de matériaux avancés appelés métamatériaux. Mais l'approche de Collier était complètement différente. Au lieu de manipuler la lumière elle-même, il se concentrait sur la manipulation de la perception humaine. Sa théorie proposait que la vision n'est pas simplement une question de lumière atteignant l'œil. C'est aussi la manière dont le cerveau interprète les informations spatiales. Si le système de traitement visuel pouvait être perturbé à des fréquences précises, le cerveau pourrait tout simplement ne pas reconnaître la présence d'un objet. En d'autres termes, l'objet serait toujours physiquement présent. Mais le cerveau de l'observateur ne l'enregistrerait pas. Pour tester cette idée, Collier construisit une chambre expérimentale tapissée d'un maillage réfléchissant polarisé. À l'intérieur de la chambre, des objets étaient exposés à des interférences micro-ondes synchronisées combinées à un retour électromagnétique pulsé. Lors de l'un des tests, les observateurs regardant à travers une fenêtre de surveillance ont rapporté quelque chose d'étrange. Au début, l'objet sembla scintiller légèrement. Puis la distorsion s'intensifia. And suddenly, it was gone. Les capteurs à l'intérieur de la chambre détectaient toujours la masse, la température et la réflexion acoustique de l'objet. Mais visuellement, il avait disparu. Pas caché, pas camouflé, simplement absent de la perception. Certains observateurs ont décrit plus tard l'expérience comme profondément troublante. C'était comme si la réalité elle-même avait brièvement buggé. Collier documenta soigneusement les résultats et demanda l'autorisation de poursuivre les tests. Au lieu d'une approbation, quelque chose de très différent se produisit. En quelques jours, on lui ordonna de subir une évaluation psychiatrique obligatoire. Le diagnostic officiel affirmait qu'il souffrait d'un épisode dissociatif induit par le stress. Son habilitation de sécurité fut suspendue. Le projet de recherche fut réaffecté. Mais des collègues qui avaient examiné les registres expérimentaux en privé ont insisté sur le fait que les données ne montraient aucun signe de fabrication ou d'instabilité. Au contraire, les résultats suggéraient une découverte qui remettait en question la relation fondamentale entre l'observation et la réalité. 3 mois plus tard, Raymond Collier disparut. Le laboratoire rapporta qu'il avait été libéré du programme et qu'il était rentré chez lui en Arizona. Mais lorsque des enquêteurs ont visité la propriété plus tard, la maison était vide. Sa voiture restait garée devant. Le courrier s'était accumulé dans la boîte aux lettres. Un voisin a rapporté avoir vu 2 camionnettes banalisées, garées devant la maison la nuit précédant la disparition de Collier. Les images des caméras de sécurité de la zone avaient été effacées. Aucune enquête officielle sur sa disparition ne fut lancée.
Peu de temps après, les références aux recherches sur l'invisibilité de Collier commencèrent à disparaître de la documentation interne du laboratoire. Même les mentions informelles de son nom furent retirées des communications archivées. Les employés qui tentaient de discuter du projet lors des réunions étaient mis en garde contre la propagation de désinformations classifiées. Puis un dernier détail fit surface. Un agent d'entretien, nettoyant un casier de stockage dans l'installation de test originale, découvrit la blouse de laboratoire de Collier, scellée dans un conteneur. Dans la poche se trouvait une photographie. L'image montrait la chambre expérimentale vide. Au dos de la photo, Collier avait écrit une courte phrase à la main. « Ce que vous voyez n'est pas toujours ce qui est là. Ce qui est là n'est pas toujours vu. » Si le champ de Collier fonctionnait vraiment, les implications iraient bien au-delà des applications militaires. Cela forcerait les scientifiques à se demander dans quelle mesure la réalité dépend non pas de ce qui existe, mais de ce que le cerveau humain est capable de percevoir. And perhaps that is the most unsettling form of invisibility of all. Pas de cacher des objets à la vue, mais de cacher la vérité à l'esprit qui essaie de la voir. Top 9. Le partisan du renouveau de la fusion à froid. En 2009, après presque une décennie de silence, un chimiste solitaire nommé Dr Semyon Resnik est apparu lors d'un petit sommet sur les énergies alternatives à Vilnius, en Lituanie, avec une affirmation qui a immédiatement divisé tout le monde dans la salle. Il disait avoir réalisé ce que la science dominante avait passé des années à rejeter comme impossible, une forme stable de fusion à froid. Pendant des décennies, la fusion à froid avait occupé une place étrange dans l'histoire des sciences. Si elle était réelle, elle promettait une source d'énergie propre presque illimitée, produite sans la chaleur extrême, les déchets ou les radiations associées aux réactions nucléaires conventionnelles. Mais depuis les affirmations ratées et discréditées de la fin du XXe siècle, la plupart des physiciens sérieux traitaient le sujet comme un poison scientifique. Des carrières avaient été détruites à cause de cela, des réputations enterrées. Et pourtant, Resnik est arrivé avec un appareil de table compact et a insisté sur le fait que le phénomène pouvait être démontré directement. Selon des témoins, la présentation s'est déroulée à huis clos. Il n'y avait pas de caméras officielles, pas de diffusion publique en direct. Seulement, un petit public de chercheurs, d'investisseurs et d'initiés du secteur de l'énergie. La machine elle-même était d'apparence simple. Une chambre métallique contenant des électrodes en palladium immergées dans de l'eau lourde. Mais une fois activé, le système commença à produire une chaleur soutenue, bien au-delà de ce que son apport électrique aurait dû permettre. Des instruments calorimétriques auraient confirmé l'excès de rendement en temps réel. Plus troublant encore, des détecteurs de rayonnement sensible ont capté une activité neutronique faible mais constante, le genre de signal normalement associé à une réaction nucléaire. Resnik ne se comportait pas comme un homme de spectacle. Selon les personnes présentes, she spoke calmly and without drama. Il expliquait que son processus reposait sur une interaction de réseau à l'intérieur de la structure du palladium, permettant à un comportement nucléaire à basse température d'émerger dans des conditions très spécifiques. À la fin de la présentation, il n'aurait prononcé qu'une seule phrase dont beaucoup de participants se sont souvenus plus tard. Nous avons toujours supposé que l'avenir de l'énergie devait exploser. Peut-être qu'il bourdonne à la place. Puis la salle fit silence. Ce qui suivit ne fut pas un débat scientifique. Ce fut de la suppression. En moins de 48 heures, les organisateurs du sommet auraient reçu des menaces juridiques de la part d'un consortium d'investisseurs en énergie. Le lieu annula tous les futurs événements liés à la science. Resnik déclina toutes les demandes d'entretien. Même les fiches techniques imprimées distribuées pendant la réunion se sont avérées contenir des erreurs délibérées. Selon une journaliste qui s'est brièvement entretenue avec lui par la suite, Resnik a admis qu'il l'avait fait intentionnellement.
Il voulait empêcher quiconque de voler la conception complète d'un seul coup. Peu de temps après, son appartement à Riga aurait été cambriolé. Rien de valeur évidente n'a été emporté. Mais des amis ont déclaré plus tard que Resnick était devenu convaincu d'être surveillé. Il ferma son laboratoire, coupant tout contact avec ses collègues, et se retira complètement de la vue du public. Puis, au début de 2010, une courte nécrologie parut dans un journal local. Elle indiquait que le docteur Semyon Resnick était décédé d'une crise cardiaque à son domicile. Aucune autopsie publique ne fut publiée. Les funérailles furent privées. Seulement 2 participants non identifiés auraient été présents en plus de l'officiant. Lorsque des chercheurs indépendants ont tenté plus tard de localiser le prototype, ils n'ont presque rien trouvé. Un banc de laboratoire brûlé, des fragments de blindage fondus, pas de plan, pas de composants fonctionnels, pas d'archives de données vérifiables. Et pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les années qui suivirent, plusieurs start-ups énergétiques déposèrent discrètement des brevets utilisant des expressions dont la résonance avec le langage de Resnick était troublante. Catalyse de plasma à basse température, transmutation nucléaire assistée par réseau, génération de chaleur anormale sous saturation d'eau lourde. Aucune de ces entreprises n'a reconnu son travail. Toutes étaient protégées derrière des couches complexes de propriétés corporatives. Si Semyon Resnick a véritablement ravivé la fusion à froid, même brièvement, alors il a peut-être résolu l'un des plus grands problèmes énergétiques de l'histoire de l'humanité avec une machine pas plus grande qu'une boîte à chaussures. Mais au lieu de déclencher une révolution, sa découverte s'est dissoute dans le silence, le déni et la disparition. Et cela laisse une dernière possibilité trop inquiétante pour être ignorée: que la réaction la plus dangereuse qu'il ait déclenchée n'était pas à l'intérieur de l'appareil, mais à l'intérieur des systèmes construits pour s'assurer qu'une telle percée n'atteigne jamais le monde. Top 10. L'expérimentateur de la compression temporelle. En 1998, à l'intérieur d'une installation expérimentale isolée cachée au plus profond des Carpates en Roumanie, un physicien nommé Dr Istvan Korin commença à tester une théorie qui semblait impossible, même selon les standards de la science marginale. Il pensait que le temps lui-même pouvait être compressé à l'intérieur d'une chambre scellée. Pas au sens de la science-fiction d'un voyage vers le passé, pas en se déplaçant près de la vitesse de la lumière, et pas par une gravité extrême. L'idée de Korin était différente. Il pensait que dans des conditions contrôlées, il pourrait être possible de créer une région localisée dans laquelle le temps passerait plus lentement par rapport au monde extérieur. Sa théorie reposait sur des champs électromagnétiques rotatifs, synchronisés combinés à ce que des notes internes décrivaient comme des impulsions d'ondes scalaires. Contrairement à la dilatation temporelle conventionnelle, qui dépend du mouvement ou de puits de gravité massifs, la méthode de Korin visait à déformer le taux d'écoulement temporel à l'intérieur d'un espace confiné. Le cœur de l'expérience était une chambre appelée en interne la chronocellule. Elle était tapissée d'un réseau dense de bobines de niobium refroidies à l'extrême et équipées d'horloges atomiques synchronisées, placées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. Les premiers essais impliquaient des objets de test simples: une bougie allumée, un glaçon qui fond, une montre mécanique. Au début, les résultats étaient subtils. Mais au fil des essais répétés, un schéma a émergé. Les horloges internes accusaient un retard sur les horloges externes selon des marges mesurables. Les enregistrements vidéo de l'intérieur de la chambre semblaient légèrement plus lents par rapport aux séquences de référence extérieures. Au début, les différences étaient minuscules, presque invisibles, mais à chaque essai, le décalage augmentait. Pour Korin, ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était une preuve. Il aurait décrit les faits non pas comme un voyage dans le temps, mais comme un puits temporel, une poche dans laquelle le temps s'écoulait à un rythme différent de celui du monde qui l'entoure. Si les faits pouvaient être stabilisés, les implications seraient extraordinaires.
Une personne pourrait entrer à l'intérieur pendant quelques minutes, alors qu'un temps bien plus long s'écoulerait à l'extérieur. La médecine, les voyages dans l'espace lointain, la conservation et même les applications militaires en seraient transformées. Corin pensait qu'une exposition humaine pourrait être possible si le système était précisément calibré. Puis vint l'expérience finale. Selon les registres internes, Corin entra lui-même dans la chronocellule pour ce qui était censé être un test externe de 60 minutes. De son point de vue, il s'attendait à ne vivre que quelques minutes à l'intérieur de la chambre. Les techniciens à l'extérieur surveillaient les horloges. Le système resta stable. 60 minutes passèrent. Puis, plus encore. La chambre resta scellée. Lorsque l'équipe l'ouvrit enfin, elle trouva quelque chose d'impossible. La chronocellule était vide. Il n'y avait aucun signe de dysfonctionnement. Aucune brèche dans les parois de la chambre. Aucune preuve d'incendie, d'explosion ou de contamination. Les images de sécurité montraient clairement Corinne entrant à l'intérieur. Aucune image ne l'a jamais montrée en train de sortir. Les journaux de données internes avaient été effacés. Le flux de la caméra de l'intérieur de la chambre n'affichait rien d'autre que de la neige. En quelques jours, l'installation fut fermée. Tout le personnel reçut l'ordre de signer de nouveaux accords de confidentialité. L'équipement fut démantelé et déplacé vers un lieu inconnu. Lorsque la famille de Corin a exigé des réponses, on leur aurait seulement dit qu'il était mort lors d'une expérience classifiée et qu'il n'existait aucun reste récupérable. Aucune recherche publique sur les expériences roumaines de compression temporelle n'a refait surface depuis. Et c'est ce qui rend l'affaire si troublante. Parce que si l'expérience de Corinne a échoué, alors où est-il allé? And if it succeeded, the question becomes even stranger. A-t-il disparu à travers l'espace ou à travers le temps lui-même? Si l'écoulement du temps peut être modifié à l'intérieur d'une machine, alors Corin n'est peut-être pas mort, au sens ordinaire du terme. Il n'a peut-être vécu que quelques minutes pendant que des années passaient à l'extérieur. Ou il est peut-être encore piégé dans un fragment inaccessible de temps ralenti, coupé du reste de la réalité. Parce qu'au final, le mystère n'est pas simplement de savoir où le docteur Istvan Corin a disparu. C'est quand. Lorsque ces 10 cas sont examinés séparément, chacun peut être écarté selon ses propres termes. Un physicien sous pression, un scientifique accusé de mauvaise méthodologie, un inventeur ruiné par des attaques juridiques, un chercheur dont les travaux ont dérivé trop loin au-delà de la science acceptée. Chaque histoire a une explication officielle. Le stress, instabilité, inconduite professionnelle, accident, coïncidence. Mais quand ces cas sont placés côte à côte, un schéma bien plus troublant commence à apparaître. Encore et encore, la même séquence se répète. Une percée émerge. La découverte menace quelque chose de fondamental. La physique, la médecine, l'énergie, la conscience, le temps. Ensuite, presque immédiatement, la même réponse suit. Le laboratoire est fermé. Les données disparaissent. L'équipement est retiré. Le chercheur est isolé. Et puis, le scientifique disparaît. Pas célébré, pas entièrement examiné, pas même correctement mémorisé. C'est ce qui rend ces histoires si troublantes. Parce que ce n'est pas le schéma d'un échec scientifique normal, c'est le schéma d'un confinement. Un système qui n'a pas besoin de détruire publiquement une idée pour l'enterrer. Il lui suffit d'effacer la personne, de fragmenter les preuves et de remplacer la vérité par juste assez d'incertitude pour que tous les autres détournent le regard. Et le coût de ce silence peut être impossible à mesurer. Une particule qui pourrait défier la causalité. Un dispositif qui pourrait enregistrer la conscience au-delà du cerveau. Une machine qui guérit les tissus avec le son. Une méthode pour réécrire l'expression génétique par résonance harmonique. Un champ qui courbe la perception elle-même. Une source d'énergie de table
qui auraient pu mettre fin à la dépendance de secteurs entiers. Si même une seule de ces percées était réelle, alors l'humanité s'est peut-être déjà tenue au bord de futurs dans lesquels nous n'avons jamais été autorisés à entrer. C'est la peur la plus profonde cachée dans ces 10 histoires. Pas simplement que ces scientifiques aient disparu, but that they may have been right. Parce qu'une fois qu'une découverte devient trop perturbatrice, elle cesse d'être jugée uniquement sur sa véracité. Elle commence à être jugée par qui perdrait le pouvoir si on la laissait se propager. Et cela nous laisse avec une dernière question. Combien d'inventions changeant le monde ont véritablement échoué? Et combien ont été simplement retirées avant que le reste d'entre nous n'ait la chance de les comprendre?